Leonora Miano, Crépuscule du tourment. C'est en tremblant que je me suis rendu chez un être dont la fonction n'a pas de nom. C'est à sa voix que j'ai demandé que cette femme soit séparée de toi. C'est tout. On m'a ordonné de préciser ce que j'entendais par séparation. J'avais pris le temps d'y réfléchir. Ce que je désirais, c'était qu'elle ne se marie pas avec toi, mais qu'il te soit permis de garder l'enfant que tu avais adopté. À ce jour, et peut-être pour toujours, il est mon unique petit-fils. On ne sait pas en qui de mes motivations. Néanmoins, on a tenu à me rappeler ceci. Quoi qu'il arrive, l'enfant procède de sa mère, et d'elle d'abord. Cette femme ne pourra être séparée que de son fils, pas de l'enfant qu'elle a mis au monde. J'ai hoché de la tête. Le mal était rarement absolu. Un espace demeurait pour que justice soit rendue. J'ai parié sur l'avenir. En la voyant à ce point changer, un éclat dans les yeux, qui n'était pas pour toi, je me suis reproché mon empressement. Puisqu'il n'y avait rien entre vous, la séparation aurait sans doute fini par se produire. Un divorce, par exemple. Une rupture avant la publication des bans, l'idéal. Tant pis, j'avais agi. Le jour s'évanouit peu à peu. Le jardinier lave ses outils, à grandes eaux, tire sur le tuyau d'arrosage pour se rincer les pieds, d'un geste rapide recueillant au creux de ses mains l'eau du robinet. Il se nettoie les mollets, les tibias, il me salue en passant devant la fenêtre avant d'aller ranger ses outils. Je hoche la tête sans dire un mot, sans esquisser un sourire. Ma morosité l'inquiète moins que les usages qui enflent là-haut. Il lève les yeux au ciel, presse le pas. Que la pluie ne le trouve pas en chemin. Ici, la pluie est comme le soleil de midi, implacable. Lorsque vient sa saison, elle peut durer plusieurs jours d'affilée. L'homme a raison de se hâter. Comme pour tous mes employés, je sais où ils restent. J'ai tenu à connaître leurs conditions et leur lieu de vie avant de sceller l'embauche. Savoir qui ils étaient vraiment. Où rendre visite à leurs enfants malades. Où faire porter des vêtements de leurs épouses. Ils se sont étonnés de cette marque d'intérêt. Dans ce pays, nul ne soucie du personnel. Toujours taillable et corvéable à merci. On leur verse un salaire, parfois de manière très épisodique, mais ils ont un travail, un statut social. Que faudrait-il faire de plus? C'est ce que l'on pense dans notre bonne société, surtout parmi les gens bien nés. Vêtus de leurs beaux costumes, bardés de beaux diplômes obtenus au Nord, ils ont conservé la mentalité des castes privilégiées d'il y a plusieurs siècles. Les usages des notables que l'on enterrait avec leurs serviteurs, leurs femmes. Être à leur service, c'était leur vouer son existence, ne plus s'appartenir, précéder, puis assouvir leurs moindres désirs. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare qu'un tel exige d'être conduit par son chauffeur à toute heure. 7 jours par semaine. Les Moussoussédi sont ceux dont les ancêtres prenaient comme gens de maison et comme main-d'œuvre agricole des captifs venus du Mbusa Mundi, l'arrière-pays. À leur arrivée, un nom côtier leur était imposé. L'obligation leur était faite de ne jamais plus mentionner leur pays natal. Leur descendance ne saurait ni les nommer, ni le situer. C'était à ce prix qu'ils trouvaient leur place au sein de la communauté. On prétendait les vider d'eux-mêmes, les remplir d'autre chose. La culture côtière exigeait d'être absorbée autant qu'elle dévorait, ne se laissant en rien imprégner par les usages des assujettis. Bien que possible et assez fréquente, l'ascension sociale des descendants de captifs ne permettait pas que l'on oublie leur origine. Elle leur interdisait d'occuper le tabouret d'autorité.
En certaines situations, le sang parlait plus fort que tout le reste. Cet état de fait perdure. Nul ne se vante d'une ascendance servile. Nul ne s'enorgueillit d'être un descendant de vaincus. Le courage et le sens de l'honneur face à la défaite sont des victoires sur le plan spirituel. Les gens de notre côte n'élèvent pas jusque-là leur compréhension des choses. Je n'ai pas fait tourner la climatisation. J'entends le cri des oiseaux, les rumeurs du voisinage. Les employés de maison rentrent chez eux. Les veilleurs de nuit prennent place devant les grilles en fer forgé des villas ou des résidences cossues. Les uns et les autres échangent de longues salutations, des rires. Nous habitons un de ces quartiers résidentiels dont on ne voit que rarement les habitants. Tout juste a-t-on le temps de les apercevoir lorsqu'ils regagnent leur pénate bien à l'abri dans l'habitacle de leur berline à l'air conditionné. Ensuite ils se terrent derrière les hauts murs d'enceinte qui clôturent leur demeure massive. Désormais on se barricade. Une fois chez soi, on active les systèmes d'alarme, on met en route les caméras, on ferme à double tour. Les agressions à domicile sont monnaie courante et ne sont plus le fait de la dictature qui faisait autrefois passer ces assassinats pour des crimes de droit commun. Nos veilleurs de nuit ne montent plus la garde que pour la forme. Ils ne font pas le poids face aux bandits de nouvelle génération. Jeunes, déterminés à ne pas laisser passer l'occasion de jouir des biens de cette terre. Je le répète, ici les derniers resteront les derniers. Nul n'aspire à faire partie de ce contingent. La bourgeoisie actuelle emploie des agents de sécurité en uniforme. Cela ne change rien. Nous vivons comme nos voisins, chacun chez soi. Nous ne nous fréquentons pas forcément. À mon âge, on ne tisse pas de nouveaux liens. D'ailleurs, le pays pullule à présent d'individus à la fortune douteuse. Il y en a toujours eu, mais c'est pire qu'auparavant. Les riches du XXIe siècle n'ont ni manière ni éducation. Jamais ils n'ouvrent un livre, ne possèdent pas de bibliothèque. Tout ce qu'ils savent, c'est le prix des choses. Alors ils se couvrent jusqu'à l'asphyxie des faits de marque. Quoi qu'ils fassent, on les reconnaît. Ils parlent, marchent, agissent comme ce qu'ils sont. Des gens trop vite passés de la natte au lit king size. Du bain dans l'eau sale, du marigot remous, du jacuzzi. Ils n'en reviennent pas de manger avec des couverts, ne touchent plus rien avec les doigts. Il ne faut pas s'attendre, lorsqu'on est reçu chez eux, à ce qu'ils aient la délicatesse de prévoir un rince-doigt pour qui voudrait déguster avec plaisir l'aile ou le pilon de son poulet grillé. Non, le blanc leur a fait découvrir la fourchette. Peu leur importe que l'élégance consiste à d'abord à ne pas embarrasser les autres, à les mettre à l'aise. Pour le meilleur de ce pays, ces gens sont partout. Armés de billets de banque, ils se sont frayés un chemin vers les espaces autrefois relativement préservés de pareilles engences. Ceux de notre génération mettaient un genou à terre avec la dévaluation de la monnaie, mais aussi parce qu'ils avaient souvent été plus cigales que fourmis. Contre une aide financière qui tombait à pic, certains n'hésitaient pas à coopter ces riches sans mémoire, leur permettant ainsi de prendre place dans le cercle. Dans ces clubs hérités des colons, on prétend s'atteler à des actions caritatives. En réalité, on s'y compromet les uns les autres. On se tient. Si je tombe, vous dégringolez tous. Voilà ce qui résume chaque conversation. Le pays est le domaine de ces groupes mafieux, déguisés en organisations diverses dont il importe de faire partie et qui reçoivent leurs ordres de l'extérieur. Rien d'étonnant. Le pays n'est pas vraiment de fabrication locale. On ne pénètre pas accidentellement dans ces sphères privilégiées. On vient y chercher quelque chose. Pour l'obtenir, on paie un prix souvent élevé. C'est ce que j'ai fait d'un certain point de vue. Non pas en épousant votre père, mais en refusant de le quitter. À la différence d'autres,
ce n'était pas la quête du pouvoir qui me motivait, c'était celle de la respectabilité. Ai-je mal agi ? Je ne me suis pas dressé contre ce système, j'ai composé avec. Pour que l'on ne vous regarde pas, que l'on ne vous parle pas, comme on avait pu le faire avec moi. Il m'arrive parfois de me traiter d'idiote. Cela ne dure pas longtemps. Je vous ai donné un nom que nul ne foulera aux pieds. Je vous ai garanti un patrimoine, le reste, il vous faudra le conquérir. Tu vois, les mères ne peuvent pas tout. Ces mots qui défilent dans mon esprit, je les ai couchés sur les pages d'un cahier. En partie, on ne peut tout écrire, mais je consignerai l'essentiel. Tu pourras m'accuser d'avoir eu recours à la sorcellerie pour rompre tes fiançailles. Une question me taraude. Faut-il te remettre ces confessions sitôt la rupture constatée ? Ou serait-il préférable que ta sœur et toi les trouviez plus tard, quand je serai morte et que l'on fera le tri dans mes affaires ? C'est Tiki, j'en suis certaine, qui trouvera ces lignes. Elle remarquera qu'elles s'adressent à toi. J'espère qu'elle comprendra. Je m'y suis mise quelques semaines après ton retour. J'aurais tant voulu te parler. J'aurais dû venir te voir là-bas au nord, quand tu ne nous écrivais pas, quand nous avons compris que tu coupais les ponts. Tu t'en souviens ? La monnaie que nous prêtent les nordistes a été dévaluée. Nous avons connu des périodes difficiles. Il a fallu s'y adapter. Encaisser les loyers de nos locataires était tout à coup devenu un emploi à temps complet. Maintenir le bon fonctionnement des plantations situées à la lisière du Mbusamundi aussi. Et puis, je trouvais ton attitude inqualifiable, ce qui m'a empêché de me conduire en adulte, en mère, d'appliquer à la situation une saine autorité, au lieu de cette rage froide devant les caprices d'un enfant. Ce que j'ai commencé à noter, j'ai tenté de te le dire. Ce n'était jamais le bon moment. Soit tu étais occupé, soit tu n'étais pas seul. La plupart du temps, avant le jour où elle n'eut plus Dieu pour toi, mais pour un indicible caché en elle, cette femme te suivait comme une ombre, se glissait dans le moindre de tes pas, cherchant son souffle dans le tien, incapable de respirer sans ton assistance. Ces journées se passaient à t'attendre, elle ne reprenait vie qu'à l'approche de ton retour. C'était alors seulement que la voix de son enfant lui parvenait. J'aurais voulu m'expliquer de vive voix. J'aurais parlé, et toi aussi. Je n'aurais pas ordonné son départ. Tu as passé l'âge de telles injonctions. Je t'aurais fait comprendre que cette femme et moi sommes les deux faces d'une même pièce. Il nous est impossible de nous regarder, encore moins de nous rejoindre. Je n'ai pas voulu cela. Nous sommes, elle et moi, condamnés à nous donner le dos. Le profond agacement qu'elle suscite en moi, l'angoisse de la déchéance sociale, toutes ces émotions dénuées de grandeur ne doivent pas être comprises comme de la haine. Ou alors, si je hais, ce n'est pas elle. Sa présence sous notre toit ravive une peine dont tu ne sais rien, mon fils, et qui est pourtant l'une des réponses que tu cherches. Une des clés de cette histoire familiale que tu déchiffres mal. Tu ignores sur quels éléments elle repose, les fragiles fondations du foyer que j'ai pensé créer avec ton père. La réalité a mis en lambeaux mes ambitions, comme un rocher l'aurait fait d'une fine étoffe accrochée à une falaise. C'est cela. Je me tiens seul au bord de la falaise, et mon existence, telle que tu l'as connue, telle que tu la connais encore à ce jour, se résume à m'efforcer à ne pas tomber. Ne pas me laisser abattre par les coups de tes tantes paternelles autorisées à me corriger, à me redresser. Ne pas me laisser détruire par ton père qui n'a épousé qu'un compte en banque. De cela, je ne me plains pas. C'est ce que je lui ai montré de moi, pensant n'avoir que cet atout. Ta sœur et toi avez assisté à l'escalade de notre échec en tant que couple. Vous avez grandi en vous interrogeant sur la relation dont vous étiez le fruit. Et vous en avez souffert, chacun à sa manière.
Tu m'aurais trouvé plus digne si j'avais plié bagage, exigé que votre garde me soit confiée. Fils, dans une société telle que celle-ci, cette dignité-là ne vaut pas grand-chose. S'il ne faut ne reconnaître qu'une seule qualité, c'est la lucidité. Jamais je ne me suis prise pour l'héroïne que tu aurais voulu me voir devenir. Rien ne m'y prédisposait. De plus, j'avais vu sombrer des âmes nobles, périr les espérances pourtant légitimes de personnes refusant de se conformer au modèle dominant. Tu connais mon amie Solas. Tu sais ce qu'elle a vécu, ce qui lui est arrivé. Tu le sais. Ta sœur écoutait aux portes quand vous étiez petit. Elle te rapportait ce que tu pouvais entendre. Je sais qu'elle t'a parlé de Solas. Elle l'a entendu me confier les frasques de Richard, son mari, parler des enfants qu'il semait à travers la ville et qui lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau. De ses maîtresses qui déambulaient partout avec les mêmes vêtements que ceux de Solas. Ce qu'elle racontait en pénétrant dans un salon de coiffure, dans un restaurant où se réunissent les membres de leur tontine. À propos des voyages effectués aux côtés de cet homme, de la maison qu'il était en train de leur faire construire. Pendant ce temps, mon ami peinait à joindre les deux bouts. Ils habitaient une villa immense, tu t'en souviens? Encore plus impressionnante que la nôtre, avec une armée de domestiques qui n'étaient pas rémunérés, des factures d'électricité au montant significativement plus élevé que le salaire de Solas, et il est arrivé qu'elle ne puisse inscrire à temps ses enfants à l'école faute de moyens. Qu'elle ne puisse acheter leurs fournitures scolaires parce que Richard dépensait tout son argent hors de la maison, où il ne rentrait d'ailleurs que pour la rabrouer, l'insulter, quand ce n'était pas pire. Elle a demandé le divorce, l'a obtenu, l'affaire a été sanglante. La ville et les alentours s'en souviennent. Le cosmos lui-même a eu vent de l'affaire. Comme la majorité des hommes de sa génération, Richard a vu un affront dans le fait que sa femme se dresse contre lui et le quitte. Elle a fait ses valises, laissant ses enfants sous le toit de leur père, qui pensait ainsi faire revenir, et la tête basse. Voyant qu'elle persistait dans son refus de reprendre la vie commune, il a payé des gens pour surveiller ses faits et gestes, menacé de mort chaque amant potentiel, a soudoyé les juges, tout fait pour retarder l'énoncé de la décision de justice. Il a fallu des années pour que le divorce soit acté. Des années durant lesquelles Solas n'a vu ses enfants qu'en cachette, quelques minutes chaque fois. Le divorce a été prononcé au tort exclusif de Richard, on ne sait d'ailleurs par quel miracle. En revanche, Solas n'a pas obtenu la garde de ses petits, et l'homme ne lui a bien entendu pas versé un sou d'indemnité compensatoire, même si les attendus du jugement l'y contraignaient. En dehors de moi, toutes les femmes de notre bonne société se sont détournées d'elle, l'extrême solitude étant, dans notre monde, la rétribution de ceux qui cherchent l'épanouissement hors des sentiers balisés. Je reste convaincu qu'il n'y a rien à gagner pour moi si je me séparais de votre père. Lorsque notre histoire est passée de la chimère à la farce macabre, je m'y étais déjà trop investi pour courir le risque de finir comme Solas, dont les enfants n'hériteront même pas des biens de Richard, qu'il a dilapidés. S'ils acceptent la succession, il ne leur restera qu'un lourd passif à combler et d'interminables disputes avec les enfants du dehors. Pour Tiki et toi, j'ai su empêcher cela. Votre père n'a pas de bâtard, j'ai réussi à me ménager une forme de tranquillité, puisqu'il ne vit plus guère ici. Il reste désormais dans l'arrière-pays, à la campagne. Installé là, il rêve de refaire le monde, se prend pour un châtelain, le futur bâtisseur d'une grande cité subsaharienne. Il en a déjà trouvé le nom. Pour lui, ça y est, tu connais ton père. Il confond parler et faire. Tu n'as pas compris, lorsque je t'ai reproché de rentrer au pays avec à ton bras une sans généalogie, comme cette autre que tu avais déjà amenée ici. Cette amande-là, au moins avait-elle des manières respectables, une certaine allure, un fond.
comparée à celle que tu prétends faire entrer dans notre famille. Tu as pensé qu'une fois encore, je tentais de régenter ta vie. Nous n'avons jamais abordé le sujet véritable. Je me dis que tu es assez grand, un homme à présent, que tu as le droit de savoir, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas si simple. Il faudrait remonter si loin, évoquer des époques inconnues de moi, nous confronter l'un et l'autre aux ombres qui planent sur mon existence. Même pour moi, ils sont impossibles à saisir. Parfois, j'essaie de leur donner forme, de recouper toutes les informations, de parvenir à des certitudes définitives sur cette question dont tu ne soupçonnes rien. Je sais peu de choses au fond, et ce que je sais ne m'a pas été clairement exposé. On m'en a chuchoté des bribes, on m'en a craché des petits bouts, de temps en temps, pour me ramener plus bas que terre, me soumettre. Tes tantes paternelles étaient expertes à ce jeu-là, bien qu'elles n'aient pas été les premières. Elles ont initié ton père, qui a vite cessé d'être l'homme que j'espérais le voir devenir, en lui offrant tout le confort nécessaire. Il m'a fallu m'endurcir, être capable de ne plus sentir les coups, faire en sorte que ceux qui les portaient se brisent avant moi, ne pas répondre à l'injure, la laisser choir à terre et s'assécher comme un vulgaire détritus. Pendant que je faisais tout cela, j'ai perdu en chemin la douceur, la tendresse, l'écoute. Comme j'ai dû te manquer, fils. C'est ma très grande faute. Avoir dû serrer si fort les dents qu'il devenait impossible de prononcer le moindre mot d'amour. Vous êtes tout pour moi, ta sœur et toi. C'est en vous que les parts réprimées de ma sensibilité cherchent refuge. Ma quête d'absolu, mon aspiration à la liberté, mon intégrité, mon désir de vivre un amour puissant et indestructible. Mon cœur espère encore vous voir donner vie à cela. Comment te dire, Dio, mon fils, que je te souhaite en réalité tout ce dont tu penses avoir été privé par moi. Que se passe-t-il encore? Ne peut-elle se taire ou au moins mettre une sourdine, cette femme? Depuis qu'elle s'est échappée de ton ombre, elle révèle un tempérament bagarreur. Elle n'est pas faite pour être ton épouse, et serait la première à le reconnaître. Sa voix me vrille les tympans. Apparemment, vous êtes sur le point de sortir. Tu n'aimes pas la robe qu'elle a choisie. Elle insiste pour la porter, la passe en dépit de tes réserves. C'est la première fois, depuis que vous êtes là, qu'elle te tient tête, si ouvertement. Bien qu'il s'agisse d'une futilité, une toilette qui te déplaît, elle est en train de te donner congé. Vous haussez le ton, l'un et l'autre. Je ne saisis plus vos paroles. Peu importe, c'est fini. Votre histoire ne pouvait éclore de toute façon. Je n'y suis pour rien, en vérité. J'aurais pu éviter de me salir les mains. Je t'ai recommandé de choisir une compagne ici, puisque tu es venu, contre toute attente, t'installer au pays, disant que le Nord marchait sur la tête, qu'il avait plus de passé que d'avenir. Il n'y avait pas de raison d'habiter une maison en flammes. Je ne t'ai écouté que d'une oreille. Tu n'exposais pas le fond des choses. Combien la mort de ton unique ami t'avait ébranlé. Combien il t'était devenu impossible de vivre là où il avait exhalé son dernier souffle. On ne savait trop comment. Son cœur s'était arrêté, comme ça. Il était assis dans le métro et son cœur avait cessé de battre. On avait trouvé ton numéro de téléphone sur lui. Dans la partie « Personne à contacter en cas d'urgence » d'un agenda qu'il avait dans sa veste. On t'avait appelé. À ton tour, tu avais contacté la mère de son enfant. Son numéro figurait après le tien dans le carnet. Tu ignorais jusqu'à l'existence de cette femme avant l'événement, ce qui ne t'a pas empêché de débarquer ici avec elle. Tu as dit « Voici Ixora, nous allons nous marier ». Cabral, le garçonnet, traînait la patte derrière vous. Ce pays, c'est son père qui aurait dû le lui faire connaître. Pour lui, ce sont encore les petites vacances. Vous l'avez inscrit à l'école nordiste.
il y en a au moins une dans tous nos pays. Il lui suivra le programme auquel il est habitué, entendra l'accent qu'il connaît. Il est jeune. Passé le premier jour, il se fera des amis. Les rues de la ville lui tendront les bras. Après, il est ici chez lui. Les enfants procèdent de la mère, certes. Si le père n'avait aucune importance, je n'aurais pas tellement tenu à ce que vous portiez un certain patronyme. D'ailleurs, quelle que soit la qualité de la relation entre mère et père, toutes les unions ne sont pas fécondes. Ce petit est des nôtres, il le sentira. Sa mère, en revanche, ne trouvera rien ici.